La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, direction l'Ardèche pour y rencontrer Xavier Thill. Trouver sa créativité et sa propre personnalité à insuffler dans ses desserts, voici le défi qu'il s'est lancé et qu'il a réussi lorsqu'il a pris sa première place de chef au Vivarais à Vals-les-Bains. Pour lui, qui voit la pâtisserie comme un super terrain de jeu et d'expression, ce défi était surtout l'opportunité de tester et de s'amuser dans ses créations. Et des défis, il en a réussi plus d'un. Pas fan de châtaigne avant de venir s'installer en Ardèche, Xavier a appris à la travailler et ne peut désormais plus s'en passer. Comme quoi, le goût se travaille toujours. Châtaigne, créativité et rire sont donc au rendez-vous de ce nouvel épisode de Papilles. Au menu, ses meilleures alliances pour travailler et apprendre à aimer la châtaigne, ce qui fait un bon dessert assiette, et enfin son conseil, se faire plaisir. Bonne écoute! Bonjour Xavier. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Mon dessert préféré, je t'avoue que ma mère faisait pas énormément de pâtisserie à la maison, mais elle était une très très grande cuisinière. Mais après, si je devais choisir un dessert qui retrace un petit peu mon enfance, je dirais c'est le flan parisien. C'est quelque chose qui est très gourmand et très simple à faire. On peut vraiment le faire à la maison. Et puis ça, je pense que c'est un dessert qui rassemble toutes les générations. Et c'est très réconfortant. J'aime beaucoup ça. Simple mais bon. Exactement, simple et bon. Et c'est quoi ton dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi ? Oula ! Alors déjà, un dessert à partager qui évoque vraiment un dessert familial, je dirais. Ouais. Et après, étant lorrain, je pense qu'une bonne tarte à la Mirabelle avec une glace vanille, ça serait le mieux. Est-ce que c'est un dessert que tu refais en version améliorée, etc. Mais cette tarte à la Mirabelle qui rappelle tes origines ? Alors la tarte à la Mirabelle étant en Ardèche, c'est un petit peu compliqué parce que les Ardéchois sont quand même un petit peu chauvins, même titre que chaque région. Donc on va travailler un petit peu plus la châtaigne. Forcément. Mais la tarte à la Mirabelle, oui, bien évidemment que c'est dans un coin de ma tête et c'est un plat, enfin un dessert que je referai à ma façon sans aucun problème. Oui, j'y pense, c'est dans un petit coin de ma tête, bien sûr. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Vivarais ? La châtaigne. On va pas se mentir, c'est un produit que je détestais, la châtaigne. C'était un petit peu comment dire, c'était le produit à éviter de toute urgence. C'était un peu mon pire cauchemar, on va pas se mentir. Et j'ai appris. Et t'es venu en Ardèche. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est plus un défi. C'était un défi d'apprivoiser ce produit. Et au final, maintenant, j'ai franchement du mal à m'en passer. Et la châtaigne, comme quoi, on peut détester un produit et puis l'adorer par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, un dessert à la châtaigne, je ne saurais pas faire sans maintenant. Et c'est quoi ton secret ? Parce que moi non plus, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Et donc, à chaque fois, tu vois, que je suis venue en Ardèche et que forcément il y a de la châtaigne, bon, c'est vrai que c'est agréable parce que souvent c'est des bons desserts, mais ça fait lourd a priori, quand même. Moi, c'est pas un produit que j'aime beaucoup non plus. Eh bien écoute, j'ai appris à aimer ce produit, j'ai appris à le travailler. Quand je suis arrivé ici au Vivarais, on va pas se mentir, c'était très compliqué de le travailler. Donc Stéphane Poli, le chef des cuisines, m'a un petit peu orienté sur sa façon de le travailler, m'a donné un petit peu des petits tips pour pouvoir le travailler de façon intéressante, logique et surtout intelligente pour le mettre en valeur. Parce que
Malgré tout, si tu veux, le produit, c'est quand même, faut le mettre en avant. On va pas le dénaturer. C'est vraiment mettre le produit, rien que le produit en avant, et donner 2-3 petites astuces au fur et à mesure. Et je les ai mis en pratique, et avec mon expérience que j'avais d'avant, c'est vrai que finalement, ouais, la châtaigne est devenue quelque chose de primordial. D'autant plus qu'on est en Ardèche, forcément. C'est ça, t'as pas trop le choix. Ouais, voilà. Mais après, si tu veux un petit tips pour mettre en avant la châtaigne, pars sur de l'agrumes. Comme ça, c'est de la fraîcheur. La châtaigne, c'est quand même un produit qui est rond, un petit peu gras. Tu vois, il faut casser un peu avec un peu d'acidité, de la fraîcheur. Donc, l'agrume est vraiment très bien pour la châtaigne. Ouais, j'allais demander quelques alliances de saveurs favorites que tu as avec la châtaigne. Là, tu as les agrumes. Et là, actuellement, à la carte, je fais un dessert à la châtaigne, orange et safran d'Ardèche. Alors, le safran, on a de la chance d'avoir une productrice de safran qui a 5 minutes de chez moi. Et le safran, c'est un produit noble, ce qui est plutôt cool. L'orange, forcément, ça apporte de la fraîcheur. Et puis cette châtaigne, en étant à Vals-les-Bains, on a les châtaigniers qui sont partout et on a la chance d'avoir une AOP. Donc c'est vraiment bien de la mettre en avant et d'avoir un produit de qualité. Et en fait, cette association des trois, c'est quelque chose qui est très original et on s'attend pas forcément à avoir du safran à la carte en se disant non mais comment on fait le safran à l'intérieur. Je travaille en crème brûlée avec une sauce et puis on travaille ce dessert. J'ai voulu travailler ce dessert sous forme un petit peu cuisinée en ajoutant des techniques de cuisine, notamment une sauce gastrique. Sauce gastrique, tu la retrouveras pas forcément dans des desserts, c'est pas courant. Après l'orange, tu le travailles en sorbet et la châtaigne, donc, qui est le produit phare de ce dessert, tu la travailles en plusieurs textures, c'est-à-dire en biscuit, en mousse, en croustillant, en tuile. Là, je recrée des feuilles de châtaignier quasiment à l'identique que dans la réalité. Et certains clients, quand ils voient ce dessert arriver à la table avec cette fameuse feuille de châtaigne que j'ai travaillée, sont un petit peu interpellés. On se demande au serveur si c'était pas une erreur et que le pâtissier n'ait pas mis cette feuille sur l'assiette histoire de faire le décor, alors que ça se mange pas. Et en fait, si tout se mange, c'est un des points d'honneur, ça. Il faut que tout se mange dans l'assiette. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, de surprendre avec des éléments qu'on a l'impression, tu vois, qui se mangent pas forcément, enfin en tout cas qui surprennent directement? Alors, c'est un peu compliqué. Alors les trompe-l'œil, c'est un petit peu compliqué parce que manger un citron, c'est super. Bon, c'est vu, revu. D'autant plus que maintenant avec Instagram, tu le vois quand tu scrolles, une image sur deux, c'est soit un citron, soit quelque chose comme ça. Donc non, je vais pas faire ça. On va pas se mentir, je fais pas ça. Mais par contre, ajouter des petits éléments, donc comme cette feuille. Ouais, pourquoi pas, mais après c'est un peu plus compliqué parce que t'essayes de reproduire des choses, mais c'est pas le mieux. Je t'avoue que c'est pas forcément mon... Non, mais c'était plus, là, comme tu disais, tu vois, t'avais cette idée de mettre une feuille et du coup les gens se disent, mince, est-ce que ça va se manger? Est-ce que c'était quelque chose que... En tout cas, de surprendre, tu vois, visuellement. Là, pour le coup, c'était mon objectif. C'était franchement l'objectif. Et puis ici, comme tu le vois, il y a les forêts qui sont qui sont juste autour. Donc moi, me faisant énormément de vélo, c'est vrai quand tu te balades, tu vois les feuilles, inconsciemment, tu t'inspires de tout. Tu t'inspires de la nature, tu t'inspires des œuvres d'art, tu t'inspires du quotidien au final. Et c'est vrai que tu te dis, tiens, en fait, ça, on peut carrément le refaire, quoi. Tu fais un chablon, tu vois, tu fais un chablon, tu les cuis, tu cherches, tu brûles un petit peu ton produit, voir ce que ça donne, ce qui donne encore un goût différent du produit initial. Et c'est cool, c'est un jeu, en fait, si tu veux. Est-ce que le fait d'être arrivé dans une nouvelle région, genre là en Ardèche, de voir des nouveaux paysages que tu n'avais pas forcément l'habitude de voir et tout, ça t'a ouvert, tu vois, une nouvelle créativité? Est-ce que tu as eu de nouvelles inspirations? Bien sûr, complètement. Après, sans te mentir, je suis arrivé de Provence, donc les paysages étaient sensiblement les mêmes pour ma part, parce que j'étais en plein cœur des Alpilles, donc à Saint-Rémy de Provence. Donc là, on avait un petit peu sensiblement les reliefs. Mais oui, quand je suis arrivé ici, c'était complètement différent, parce que déjà, t'arrives, comme je te disais, t'as les châtaigniers qui sont un petit peu partout, donc les couleurs ne sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas les mêmes, le climat c'est sensiblement le même, mais avec une petite différence de température. Donc ouais, ça aide à la créativité. Et puis t'as pas la même
comment dire, t'as pas la même ambiance, tu vois. En Provence, c'est beaucoup plus, je dirais, un peu plus festif. Ici, c'est un peu plus reposé, calme. Donc forcément, ça influence sur ton processus de création, bien évidemment. Et ça, tu l'as vraiment senti dès le départ? Est-ce que il te faut quand même un petit temps d'adaptation, de comprendre le mode de fonctionnement? Il m'a fallu un peu de temps pour le fonctionnement. Je t'avoue que c'était un peu le choc des cultures, hein, quand tu arrives de la Provence. Et pourtant, c'est pas si loin. Ouais, t'es à 2 heures, franchement, à 2 heures de route. Et c'est vrai que quand tu arrives de la Provence où t'as tout, et là, t'as l'impression que t'es dans un autre monde au final. Ouais, c'était un peu le choc des cultures. Il m'a fallu franchement 1 mois avant de m'adapter à tout. Puis tu arrives dans un restaurant où tu ne connais personne. Ouais. Tu connais pas forcément la cuisine du chef, tu connais rien au final, tu connais pas les attentes de la clientèle, malgré que l'Ardèche, c'est pas non plus la région qui est la plus qui bouge le plus, on va pas se mentir, hein. Mais bon, enfin tu sais que tu vas avoir des attentes, mais tu sais pas forcément lesquelles. Et ouais, il faut au moins, pour t'adapter vraiment bien, il te faut au moins quelques mois pour voir ce que la clientèle veut, ce que le chef veut, ce qui est très important, parce qu'au final tu rejoins une équipe, tu rejoins le chef, donc il faut aussi aller dans son sens de marche, adopter sa philosophie. Et je t'avoue que ça a quand même ça n'a pas été facile, hein. Non, mais j'imagine. Et puis c'est vrai que, tu vois, comme tu le disais, je pense qu'il faut aussi le temps que ta créativité puisse revenir avec ce nouvel environnement et pouvoir t'habituer à ces nouveaux paysages, à ces nouveaux produits, parce que du coup c'est la première fois que tu as travaillé. Ah, mais la châtaigne, c'était magique, hein. Je pense que si le premier dessert à châtaigne, je pense que ça a effacé de suite, hein. Là ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'était un calvaire, hein. Pour moi c'était un vrai calvaire, hein. Je me dis mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Châtaigne, c'est à part le micu aux châtaignes que tu vois un petit peu partout, tu dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que Stéphane, le chef, m'a beaucoup aidé, hein, là-dessus. Mais c'est vrai que oui, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu fasses plein de choses. Mais c'est vrai que c'était un sacré moment. Et puis là, c'est ma première place de chef. Donc quand tu travailles toujours sous les ordres d'un chef pâtissier, il faut que tu arrives à dégager ta propre personnalité. Ouais. Et quand tu pars, moi je suis parti de Provence, j'avais un chef avec qui je travaillais, donc moi j'étais dans sa vision. Je travaillais avec lui, donc j'avais ses techniques, ses façons de faire. C'est vrai que quand tu fais ta première carte, tes propres desserts, c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est d'un monde à l'autre, et il faut que tu trouves ta propre créativité, ce qui est pas mince à faire, et puis ta personnalité, pour qu'on puisse te reconnaître dans tes assiettes. On dit tiens, ça c'est le dessert de Xavier, tiens, c'est le dessert, je sais pas moi, à même titre que d'autres chefs pâtissiers, tu le vois direct, tu dis ah ouais, non mais ça c'est lui direct, et t'as pas besoin de voir. Et cette identité est vraiment très compliquée à trouver. Il y en a qui arrivent même pas à la trouver sur une carrière, hein. C'est pas être méchant de le dire, hein, mais c'est très compliqué de pouvoir poser sa personnalité dans l'assiette. Ouais. Toi, comment t'as fait? Ça c'est le talent, hein, ça. Non, ça on va couper. Mais bien évidemment. Non, comment j'ai fait pour trouver cette créativité? Je sais pas si je la trouve vraiment. Je pense que je l'ai trouvée, je suis sur la bonne voie, mais c'est pas facile. C'est un état d'esprit. Moi, je pense que déjà, il faut que tu sois en phase avec toi-même, tu saches vraiment ce que tu veux et dans la direction que tu veux aller. Déjà, si tu as ça, tu as une bonne partie des clés. Tu trouves les produits que tu mettes, que tu valorises tes produits, que tu te dises tiens, je vais travailler ce produit de cette façon, tout en restant dans ton univers. Mais par contre, ne pas avoir de redondance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais exactement les mêmes designs dans ton assiette, c'est bien, mais à un moment donné, les clients vont se lasser, et puis même pour toi, c'est pas forcément le plus cool. C'est pas le plus intéressant. Et c'est aussi une chance qu'on a dans la restauration, c'est que tu peux vraiment t'éclater. Tu peux t'éclater, tu peux. Moi, la pâtisserie, je la prends comme un jeu. Tu vois, c'est un jeu. Certes, c'est mon métier, mais moi, je viens le matin en me disant, là, on arrive au printemps, les premières fraises arrivent. Allez, menu du jour, le menu de la semaine, on va travailler autour des fraises. Et en même temps, ça te permet de faire un petit rodage sur les prochains desserts de la carte, tu vois, pour faire des nouvelles techniques, pour essayer des choses. Mais il faut oser. Et moi, j'utilise un petit peu cette fenêtre-là pour me roder sur la carte, et puis pour me faire plaisir, parce que la pâtisserie, ça reste quand même du partage, ça reste un jeu. Comme je viens de te le dire, moi c'est un jeu pour moi, la pâtisserie. C'est avant tout de la passion, un jeu, et puis je le prends pas comme quelque chose de contraignant. Oui, de contraignant, exactement.
C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Ici, au Vivarais? Non, de tout le temps. Voilà, alors ma première création, la première chose que j'ai faite, je me rappelle, c'était avec ma mère, c'était un biscuit de Savoie, donc on va pas dire que c'est une création, hein. Ça c'était, je pense que ça devait être dans Femme Actuelle, un truc comme ça, on a pris la recette avec maman et puis on a fait ça, j'avais 9 ans, et je pense que c'est à peu près à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que vendre des gâteaux c'était un super business, donc il y avait quelque chose à faire. Après ma première création... je saurais pas te dire. Je peux te parler de mon premier dessert signature si tu veux. Première dessert signature, c'est le premier dessert que j'ai fait ici au Vivarais. C'était un dessert autour du miel, vraiment 100% miel. Et j'avais appelé de la ruche à l'assiette. Tout simplement parce que on a un excellent apiculteur et qui est un ami à notre chef, et il est venu, on a parlé un petit peu et j'ai vraiment voulu travailler le miel sous toutes ses formes, en incluant la cire, le pollen, le miel bien évidemment, mais sous plusieurs textures. Et un croquant, moelleux, parfait glacé, enfin vraiment tout. Et je trouve que c'est super important, d'autant plus que maintenant les abeilles, tu les vois partout, tu vois toujours du miel partout, sublimé dans tous les palaces, dans tous les grands restaurants. Et ça, moi je me suis dit que c'était quand même très important de faire un dessert à base de miel. Ça m'avait parlé, tu vois, c'était pas genre je vais prendre un produit. Le miel est venu tout naturellement dans ma création, et ce dessert signature, je pense que j'en suis très fier. Franchement, j'en suis vraiment très fier de ce dessert. Visuellement, il ressemblait à quoi? Alors visuellement, on est sur quelque chose de très graphique. Je peux même te le montrer comme ça. Je l'avais vu, mais c'était pour les auditeurs. Est-ce que c'est un petit cylindre Oui, exactement, c'est un cylindre en forme d'alvéole. Ouais, c'est ça. En forme d'alvéole. Et en fait, dans ce cylindre, si tu veux, j'ai fait un parfait glacé au miel. Donc miel de lavande, parce qu'on a les champs de lavande pas loin. Voilà, et le miel de lavande, cette typicité c'est un miel très parfumé. Et quand tu le chauffes, moi pour le coup j'aime bien, quand j'ai fait le parfait, je le chauffe à une certaine température et on a un petit goût de cire d'abeille, c'est assez typique, j'aime beaucoup. Tu as une tuile au miel, donc qui est en forme d'alvéole, qui fait le gros tube, l'extérieur. Au milieu tu as un tube de parfait glacé au miel de lavande. En dessous un petit crémeux au chocolat, vraiment pour venir faire le liant. Parce que sinon, t'as pas de liant, donc t'as aucun fil conducteur, donc ça serait un peu dommage. Et en dessous, tu as un gel de vinaigre de miel qui va venir donner l'acidité et puis la fraîcheur. Et sur les côtés, tu as tout simplement une panna cotta à la cire d'abeille. La cire d'abeille, je l'ai fait infuser pendant une journée et ça va donner quelque chose... je sais pas si t'as déjà fait du parquet, tu sais, quand tu lustres un parquet, t'as une odeur un peu de cire. C'est à peu près ce que tu as, mais en bouche. D'accord. Et c'est assez intéressant. Et quand tu manges ce dessert, tu as une osmose parfaite où tu as le miel, l'acidité, la fraîcheur, la cire. C'est quelque chose qui est... où il faut jouer avec les équilibres. Si c'est un dessert qui est mal équilibré, il n'y aura aucun intérêt. Mais par contre, si ton équilibre est bien, c'est quelque chose qui est fantastique. Et est-ce que travailler 100% autour d'un même produit, c'est quelque chose qui t'a plu et que, qui t'a pas mal inspiré et que tu as envie de refaire? Oui, complètement. C'est très inspirant parce que déjà, ça te force à travailler son produit dans l'intégralité. Alors le miel, c'est pas non plus le plus compliqué. Ouais, mais déjà le pollen plus la cire, ça a des goûts aussi un petit peu prononcés. Bien sûr, c'est vrai que ça, il faut réussir à l'adapter. Ouais. Après, c'est pas non plus le plus dur par rapport à d'autres produits où, je sais pas, si tu vas travailler la carotte, tu vas le centrifuger, tu vas utiliser la fan, tu vas utiliser tous les produits. Ouais, c'est quelque chose qui est franchement bien. Il faut... Je pense que de toute façon c'est l'avenir, où à l'heure où on parle de cuisine responsable, l'éco-responsabilité, toutes ces choses-là, oui, il faut vraiment en être conscient, bien évidemment. Ouais, c'est quelque chose, je pense, que je vais continuer à faire. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur, cette notion de éco-responsabilité en cuisine? Ouais, complètement. Et par quoi ça passe dans ta pâtisserie à toi? Alors déjà, je vais essayer de ne pas aller chercher mes produits au bout du monde, d'accord ? Ça déjà, on va essayer il y a des choses qui sont pas forcément c'est facile à dire, mais bon, le chocolat tu vas pas le chercher en Ardèche, donc déjà il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais après ça passe par les circuits courts, tu passes directement avec tes producteurs. Nous on a de la chance
d'avoir un producteur d'amandes qui est à 1 heure d'ici. Donc on va pas s'amuser à acheter des amandes en Espagne. En plus, Cervellosi, voilà, c'est le nec plus ultra pour moi. On passe par nos petits producteurs, on a les maraîchers. On a aussi un potager qui est à 45 mètres de l'hôtel, donc on n'est pas encore autosuffisant, mais bon, tu vois, ça nous aide aussi. Ouais, c'est un premier pas vers ça. On a un composteur où on réutilise ce compost pour alimenter notre potager, donc il y a une notion, une prise de conscience, et ce qui est déjà très important. Oui, mais c'est clair, mais puis je pense que effectivement, quand tu le dis, quand tu as ton propre potager, que tu choisis les fruits que tu vas mettre dedans, les légumes, les herbes et tout, pour toi après les travailler, c'est le bonheur. Et puis je pense que tu n'as pas la même approche des herbes quand tu les travailles, quand c'est aussi toi, tu vois, qui a choisi qu'elles soient là. Ouais, c'est ça, et puis quand tu les cueilles, tu peux les goûter instantanément, et puis il te vient des petites associations, tu dis bah tiens, ça c'est avec la menthe là, parce que forcément il n'y a pas qu'une seule variété de menthe, t'en as plein, donc ça prend la menthe chocolat, la menthe citronnée, menthe réglisse, enfin ouais, il y a énormément de choses, et quand tu goûtes, tu dis ah ouais, mais tiens, ça on peut peut-être l'utiliser comme ça, on peut peut-être l'utiliser avec ou carrément faire un sorbet à la menthe, hein, c'est quelque chose qui est top, et ouais, c'est relativement très intéressant. Et puis tu as ce feeling avec au final la nature, parce que t'es vraiment là, t'as aucun intermédiaire, tu vas directement au plus proche du produit, donc c'est top quoi. Ça c'est quelque chose, on se sent privilégié quand on peut le faire, parce que quand tu passes une commande, tu dis il me faudra 3 bottes de menthe. Ouais, bah c'est très bien. Ouais. Tu sais que ta menthe, elle vient d'à côté, mais quand tu vas la chercher, je trouve que c'est un sentiment, un rapport avec la nature où tu es privilégié, parce que c'est quand même quelque chose de fort. C'est ça, puis tu vois combien il en reste. Enfin, tu vois, au pire, si t'en as pas assez, bah, tu peux aller en rechercher, et t'as plus ce même truc où tu te dis, bon, il faut que je calcule en amont les quantités, et là, t'es un peu plus flexible. Ouais, c'est ça. Bon, après, sauf si t'es en plein service, c'est que c'est un peu la cata. Je me vois mal aller au potager, traverser la rue et tout. Ce qui pourrait être assez marrant. Au moins, les clients diront qu'il y a pas un problème. C'est frais. Là, on est ultra frais. On peut pas mentir sur la provenance, c'est sûr. Mais bon, je me vois quand même mal le faire. Donc, mais c'est franchement cool. Ça, c'est quelque chose. On est très chanceux d'avoir ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui fait la différence dans pas mal de restos, justement, qui sont pas à Paris, parce qu'à Paris, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais donc, c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup ce qui fait la différence d'avoir son propre potager, quoi. Puis même quand t'as les clients qui disent... quand tu expliques l'histoire des légumes, de tes fruits, de tes légumes aux clients, déjà, ça te fait un lien conducteur avec eux. Et eux comprennent beaucoup plus facilement ta démarche, que ce soit autant qu'en cuisine qu'en pâtisserie. Si tu as l'équipe de salle qui va venir raconter cette fabuleuse histoire aux clients, déjà le client lui perçoit quelque chose de différent, parce qu'il dit bah tiens, c'est en plus les légumes qui sont les fruits et légumes qui sont à 45 mètres d'ici, donc il y a une vision perceptible qui change. Ouais, c'est clair. C'est franchement cool. Et puis les clients quand ils viennent dans ce type d'établissement, ils cherchent quand même un peu une expérience, quoi qu'il en soit. Donc c'est d'autant plus cool, d'autant plus... c'est franchement mieux, quoi. C'est vrai que l'expérience est complète, en fait. Tu dis, j'ai mangé ce qui est juste en face de la rue, quoi. Exactement. Là, on peut se dire qu'on est locavore, là, si tu veux. Je sais pas si ce terme se dit encore, mais enfin, on est vraiment au plus près du terroir, quoi. Ouais, c'est ça. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création ? Alors, je suis en train de la faire d'ailleurs, cette création. Très franchement, là je suis sur... on a la chance d'avoir une laiterie aussi à Vals-les-Bains, la laiterie Carrier, qui est... je crois que j'ai jamais mangé de yaourt ou de crème aussi bonne, je te jure. Pourtant j'en ai goûté pas mal, mais ces produits sont fabuleux. Du coup, je m'en suis inspiré avec du chocolat et du persil plat. Donc voilà, là la création sur laquelle je travaille, c'est du chocolat au lait. Associé à du yaourt et du persil plat. Ok. Et t'as une idée déjà du visuel aussi ? Ouais, alors le visuel, c'est pour moi, il passe en secondaire. Là, pour cette création, il va passer en secondaire. Okay. Là, sur ce type de dessert, j'avais envie de travailler du persil. Je me dis, en fait, on arrive sur le printemps.
Ouais, sur le printemps, voilà. Persil. Allez, persil. Et voilà. Mais alors pourquoi, comment, je sais pas. Si tu veux, quand je suis en vacances, moi j'adore, c'est aller à Paris. Et je vais rencontrer les producteurs. Là, les producteurs du chocolat, Nicolas Berger. J'ai eu la chance d'aller à la Maison du Chocolat, rencontrer Nicolas Cloizeau. Après, j'essaie de faire un détour pour voir des copains qui sont chefs pâtissiers ou me faire des palaces. Et c'est vrai que au final, nous en province, on n'a peut-être pas la même perception des produits que ce qui se fait à Paris. Donc c'est toujours bien d'aller voir un petit peu chez les copains, voir comment ça se passe. Et ça t'ouvre un petit peu ton univers. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, sur le coup, j'ai envie de travailler du chocolat au lait, du persil, et j'adore le yaourt, donc je me suis dit, tu sais quoi, on va travailler ça. Et franchement, si ça passe, c'est très bien, ça passe pas, on passera à autre chose, hein, c'est pas un problème. Mais il faut oser, et puis là, pour le coup, je pense que c'est un pari qui est gagnant, parce que le persil est quand même pas mal, le chocolat au lait, c'est franchement une valeur sûre. Après, c'est juste le dosage à faire. C'est juste bien maîtriser les quantités pour avoir un dessert qui sera oufissime. Mais c'est pas mince à faire par contre. C'est ça, parce que c'est vrai que le persil c'est quand même aussi assez fort. Ah, c'est assez fort. Le chocolat au lait, finalement les gens quand tu annonces un chocolat au lait à la carte, ils sont un petit peu perplexes. Mais il faut que tu leur expliques que la démarche du chocolatier qui me fournit le chocolat, donc Nicolas Berger, fait un chocolat au lait à 60%. Donc déjà, les chocolats au lait, c'est du chocolat au lait qui est high-tech. Là. Déjà, on est level up, quoi. Donc on n'est pas là pour rire, quoi. Donc, mais en plus, c'est un produit qui est absolument, qui est magnifique. C'est un produit sublime. Donc même le chocolat se suffit en soi. Mais bon, il faut quand même qu'on se fasse plaisir, quoi. Donc c'est sur ces saveurs que je travaille actuellement là. Est-ce qu'il y a un bon dessert, un très bon dessert, c'est quand chaque élément du dessert se suffit à lui-même? Moi, je sais pas. Oui, certainement. Après, si chaque élément suffit à lui-même, tu le mets sur une assiette et puis tu le dégustes comme ça. Donc ça sera le meilleur des desserts. Moi, je pense qu'un bon dessert, déjà, il faut que tu sentes l'amour que le chef pâtissier a mis à faire, tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment qu'on sente une passion dans l'assiette et puis qu'il y ait de bons dosages, parce que si tu as un dessert, tu peux avoir le dessert le plus beau du monde et qui te donne le plus envie et qu'en fait au final il soit pas bon, c'est pas oufissime, quoi. Donc après il faut quand même il faut qu'il reste simple dans les goûts, parce que si tu as un dessert avec 15 000 saveurs, c'est pas lisible. Il faut quand même que tu restes logique et que tu restes clair dans les goûts, quoi. C'est super important, ça. Très clair. Ça te va, ça ? Ça me va. J'ai pris en note. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Alors là, la pâtisserie, ça serait mentir de dire que c'est toute ma vie, mais non, en fait, pour moi, la pâtisserie, c'est une partie intégrante de ma vie. Je pense que je vis pour ça. C'est une passion, très franchement, je le vois pas comme un métier, en fait. Je le vois plus comme c'est ma passion, j'aime ça. Et à quel moment je pourrais pas te dire plus, quoi. À quel moment est-ce que t'es tombé dans la marmite ? Alors si tu veux, je pense que c'est dans les gènes. Je pense que ça devait être dans les gènes, parce que ma mère était dans le domaine de la salle. Et mon père était boulanger, pâtissier, glacier, confiseur, chocolatier. Donc il savait de quoi il parlait, papa. Et en fait, quand mes parents m'ont eu, quand je suis né, ils ont complètement changé de métier pour pouvoir vraiment avoir une vie de famille et pour pouvoir m'élever pour avoir du temps, passer du temps avec moi. Mais j'ai des oncles qui étaient cuisiniers aussi, donc je pense que c'est vraiment dans la gène. Mes deux grands-mères étaient d'excellentes cuisinières. Ah oui. Donc on était. Ça rigole pas. Donc je pense que c'est venu tout naturellement. Mais si tu veux, pour la petite anecdote, moi la pâtisserie à la base c'était absolument pas le domaine que je visais. Moi c'était vraiment la cuisine. Et au lycée hôtelier, j'ai fait mes études au lycée hôtelier. Et arrivé à la fin de mes 4 ans, je me suis dit pour être un bon chef cuisinier, il faut quand même avoir des notions de pâtisserie. Ouais. Donc j'ai décidé de postuler, parce que nous c'était une sélection sur dossier. Okay. Les classes de mention pâtisserie, tu avais je crois 15 places pour 95 demandes, donc il fallait quand même charbonner, quoi. Il fallait être un des meilleurs. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir été sélectionné pour le coup. Et
Et j'ai fait des stages, j'ai fait 2 stages à ce moment-là. J'ai rencontré des chefs qui m'ont transmis cette passion de la pâtisserie et je suis jamais reparti, quoi. C'est quelque chose au final que j'ai appris à aimer. Qu'est-ce qui t'a finalement plu et convaincu dans la pâtisserie que dans la cuisine? Je pense cette notion de rigueur. Tu vois, c'est parce que la pâtisserie, c'est difficilement rattrapable. Tu vas en cuisine, tu peux louper 2-3 petites choses, mais tu les rattrapes derrière, donc c'est plutôt bien. Je dis attention, hein, la pâtisserie c'est quand même un métier dur, hein, la cuisine c'est un métier dur, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que la pâtisserie, t'as une notion de rigueur qui est beaucoup plus importante. T'as les grammages, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Et puis tu peux t'exprimer d'une façon différente. Tu t'exprimes d'une façon différente, et puis une certaine sensibilité en pâtisserie que tu n'auras peut-être pas forcément en cuisine. Ok. Mon côté sensible, ça. Qu'est-ce qui fait un bon dessert à l'assiette, selon toi? Alors, un bon dessert à l'assiette, déjà, il faut être cohérent dans les saisons. Hein, tu vas pas proposer un dessert à la fraise en décembre. Ça, c'est prohibé, c'est interdit. Tu fais ça, c'est un motif de licenciement grave. Hein. Un bon dessert à l'assiette, je pense qu'il faut déjà il faut que ton dessert soit structuré. Il faut pas que ça soit un dessert qui soit ultra mou, sans mâche, sans rien. Pour moi, le dessert, il faut qu'il ait du volume. Il faut qu'il ait des saveurs franches. Comme je te disais tout à l'heure, le chocolat, le persil et puis le yaourt sont 3 éléments. Le persil est fort, le chocolat va t'apporter cette rondeur et le yaourt va t'apporter un petit peu cette acidité lactique que si tu enlèves, le chocolat et le persil ça sera bien mais ce sera trop gras. Si tu enlèves le chocolat, ce sera trop acide et trop fort. Si tu enlèves le persil, ça sera pas possible. Tu n'auras pas ce caractère que tu as dans l'assiette. Donc je pense qu'un bon dessert assiette, il faut qu'il y ait maximum 3 saveurs. Okay. Déjà 3 saveurs. Après, il te faut de la mâche, il te faut quelque chose qui soit texturé, il te faut un sorbet, il te faut une sauce, à peu près comme en cuisine si tu veux. Okay. En cuisine, on construit nos plats avec plusieurs choses, la pâtisserie c'est pareil. Et moi, je me force à... C'est pas que je me force, mais j'applique ces... Tu t'imposes cette rigueur. Ouais, je m'impose cette rigueur et puis je m'impose cette rigueur, c'est plutôt bien dit ça. Mais bon, il faut que tu sois... si tu t'imposes ça, il faut quand même que tu le fasses avec envie. Et qu'est-ce que ça doit susciter à la dégustation, un bon dessert à l'assiette? Une émotion. Si tu n'as pas d'émotion dans un dessert à l'assiette, c'est que tu as loupé ton dessert. C'est pour moi. Après, il faut que tu retrouves l'univers du chef dans ton assiette. Si, comme je te dis, on est en Ardèche, il faut quand même que tu retrouves un petit peu les produits marqueurs, donc avec l'Ardèche et tout. Il faut vraiment que tu restes déjà dans l'univers du chef. Si tu vas t'amuser, parce que généralement, ça arrive assez fréquemment, tu changes de restaurant, mais sans bouger de ta chaise. Tu vois, il y a un univers qui est différent entre la cuisine et la salle. Ça, c'est déjà... Si tu ressens ça, c'est que t'as perdu, quoi. Là, t'as perdu ton temps, et puis c'est un peu dommage. Il faut que tu restes dans une ligne directrice cohérente, et après, quand tu arrives au dessert, il faut que tu aies une certaine émotion, que ce dessert assiette te transporte soit dans tes souvenirs d'enfance, soit dans quelque chose qui te rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est l'émotion ultime? Justement, toi, celle, tu vois, par excellence que tu veux faire vivre à tout le monde. Alors, ça m'est arrivé une fois. C'est quelque chose de très simple. Alors, tu vas rigoler. J'étais en Provence. Et on avait des tours opérateurs qui venaient, et donc c'était des Américains, donc les Américains raffolent du chocolat, donc on avait fait un mi-cuit, un truc vraiment simple, mi-cuit au chocolat, sorbet menthe, le truc classico, et on a été appelé avec mon chef. En fait, cette dame a pleuré, a pleuré tellement elle avait adoré le dessert, et je pense que pour moi c'était une des... Tu vois, c'est bête, mais c'est un mi-cuit. Enfin, tu te dis, quand tu vois en disant, quand on te dit, le maître d'hôtel te dit, elle a pleuré, tu dis, c'est pour moi pour un con, c'est pas possible. Et en fait, quand tu fais susciter cette émotion, alors moi, je vise à faire, mon objectif, c'est de faire pleurer personne. C'est pas forcément mon objectif de faire pleurer tout le monde, mais c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui te dit, waouh, ça m'a fait penser, je sais pas, moi, à ma grand-mère qui me faisait ça. En fait, c'est quand on arrive à toucher la corde sensible des gens en disant, ça m'a fait penser à un événement précis. Je pense que tu as gagné. Là, je pense que c'est le plus beau des compliments. On a beau te sortir mon DMA, c'était magnifique et tout, mais quand on te dit ça me faisait penser à quelqu'un, là, je crois que c'est encore plus puissant. Ouais.
Donc, je pense que toi, ouais, c'est ça. Je pense que tu as déjà dû goûter des desserts en te disant oh, ça me rappelle mon enfance. Je pense que la personne, le pâtissier qui t'a fait ça, c'est le plus beau des compliments qu'il aurait pu avoir. Bah, écoute, je note. La prochaine fois que je ressens ça, je le dirai. Bah, ce soir. Hein, oui, voilà, ce soir. T'as plutôt intérêt parce que sinon, ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser à mon enfance. À la tarte à la Mirabelle de mon enfance. ça c'est les produits que j'aime, la tarte Mirabelle. Bon, mais ça tu l'auras pas ici. Non, je sais. Une tarte à la châtaigne à la rigueur, mais ça c'était pas mon enfance, donc. Mais toi c'est le cassis, non? Ouais, un peu, mais j'en ai pas mangé tant que ça pendant mon enfance. Moi, les gâteaux de mon enfance, c'était pas quelque chose. C'était quoi le gâteau de ton enfance? Alors, on va faire de l'autre côté du micro. Voilà. C'était des gâteaux très simples, tu sais, genre un gâteau à l'ananas avec les rondelles d'ananas sur le dessus, tu vois. Exact, ouais, je vois. Et puis ma mère faisait un gâteau au chocolat très très classique pour tous nos anniversaires, recouvert de Smarties. Mais ça, c'est le fameux gâteau des Fafas, ça. C'est ça. Donc en vrai, très rapidement, quand je me suis intéressée à la pâtisserie, c'est moi qui ai un peu pris en charge l'aspect sucré de la maison. C'est pour cool, qu'on mange autre chose que le fameux gâteau Smarties. C'est ça. Et encore, ça, c'était que pour les anniversaires. Toi, comment est-ce que tu choisis tes alliances de saveurs? Donc là, tu disais que tu partais du persil, par exemple. Comment est-ce que après tu te dis, tiens, le persil, je vais l'associer à ça, à ci? Soit avec des souvenirs, en me disant tiens, j'ai goûté une association quelque part qui m'avait bien plu, ou soit je lis quand même un petit peu énormément, je lis quand même assez les livres de cuisine, donc en lisant te vient des idées, ou tu te dis t'as quand même tu as des produits que tu aimes, tu as la possibilité de les avoir dans ton potager ou autre part, tu te dis pourquoi pas les associer. C'est quelque chose où je me dis, j'ai jamais vraiment vu cette association nulle part, pourquoi pas essayer? Après, ça paye, tant mieux, tu auras fait un super dessert. Ou soit, ça paye pas du tout, tu as perdu du temps, mais au moins tu sais vraiment que c'est pas faisable, quoi. Et donc tu t'inspires beaucoup en lisant d'autres livres de cuisine, avec d'autres alliances du coup, tu te dis, tiens, ça pourrait être sympa? Oui, après moi j'ai un comment ça s'appelle? J'ai une espèce que j'utilise pas énormément, c'est un dictionnaire des saveurs. C'est le dictionnaire des saveurs. Ça s'appelle le dictionnaire? Ouais, il me semble. Oui, Le répertoire des saveurs, c'est quelque chose comme ça. De temps en temps, ça m'arrive de le lire vraiment déjà pour moi, pour ma connaissance personnelle, et puis un petit peu pour l'adapter à certains desserts. Mais comment te dire? Tu t'inspires déjà des saisons. Oui. En fait, déjà, les saisons, c'est très important. Après, tu sais plus ou moins ce que tu vas avoir. C'est plus ou moins... en mai et en juillet, tu n'auras pas forcément les mêmes fruits, sachant que quand tu es dans la même saison, tu vas pas forcément utiliser les mêmes ingrédients, parce qu'au début et à la fin de saison... oui, en plus. Donc déjà, c'est assez primordial de connaître ces saisonnalités, les fruits, les légumes, ce qu'il y a. Et puis les herbes qui poussent au même moment. Ouais, bien sûr, mais il faut rester un minimum cohérent dans la saisonnalité. Ça, c'est très important. Ça, c'est un des points d'orgue c'est un de mes points d'orgue, ça. On parlait de construction visuelle un petit peu tout à l'heure. Tu me disais que généralement, c'était secondaire pour toi. Est-ce que ça vient vraiment à la toute fin du coup de ton dessert, ou est-ce que parfois le visuel te vient avant et tu veux recréer un dessert avec ce visuel-là? Oui, alors exactement. Alors, c'est pas forcément secondaire. Là, pour certains desserts, ça l'est. Mais oui, il y a des moments où... complètement. C'est un dessert qui est à la carte actuellement, c'est le chocolat et le whisky. Je me suis inspiré d'un S, tout simplement la lettre S. Je me suis inspiré, je sais pas, j'avais envie de faire un dessert en zigzag, et en fait j'ai un petit peu creusé. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire ça? Je me suis dit, ok, on va faire un losange, on va poser un S. Et finalement, ça le fait super, donc c'est cool. Et il y a beaucoup de choses. Et la chance qu'on a, alors c'est à la fois la chance et une malchance, c'est d'avoir Instagram. Instagram, c'est très bien pour t'inspirer. Quand tu vois des constructions architecturales qui sont absolument folles, ça peut t'inspirer. On a Netflix, tu as des séries sur l'architecture, tu as des séries sur les musiques, tu as des séries sur tout. Et en fait, l'inspiration, tu la puises partout.
Autant tu peux très bien t'inspirer, faire un dessert. Là, pour la dernière fois, le miel à base d'alvéoles, alvéoles d'abeilles, donc tu t'inspires de ça. Là, mon dessert, je me suis inspiré juste un losange et un S, enfin, c'est quelque chose de fou. Et j'ai créé une bûche de Noël il y a maintenant 2 ans. Je me suis inspiré d'une colline qui s'appelle l'Escrinet chez nous. Et j'ai vu, je crois, le jour où j'avais vu ça, je m'étais fait un épisode de Abstract qui est sur Netflix où c'était l'art du cubisme. Enfin, tu vois, quelque chose qui était hors sujet avec la pâtisserie, mais tu te dis, bah tiens, on va l'adapter. Et j'ai eu la chance que mon ami Frédéric m'ait mis à disposition une thermoformeuse où lui m'a appris à travailler la terre. Enfin là, alors, si j'entends ça, je vais pas dire des bêtises, mais je crois que je sais plus. Désolé Frédéric, mais je crois que c'est de la terre. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était. Mais donc je l'ai sculpté, il m'a appris un petit peu tous les secrets pour bien la sculpter, on l'a thermoformé et là c'était vraiment ma création de A à Z en ayant créé. Donc oui, le design est très important malgré tout, hein. C'est pas forcément secondaire. Oui, non mais bien sûr, mais dans le sens, enfin secondaire dans le sens où ça vient à la fin. Parce que d'abord tu te concentres sur le goût du dessert. Le goût est très important, mais il faut pas négliger le visuel, c'est sûr. Mais après les deux sont partie intégrante. Si tu as un visuel qui est pas ouf, malgré tout, tu vois un dessert qui est pas ouf à table, tu auras peut-être pas la même appétence qu'un dessert qui sera absolument magnifique. Mais bon, c'est pas tu manges un dessert, tu manges pas avec tes yeux à la base, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient un peu en regardant sur Instagram en disant ça c'est trop bon, mais tu l'as goûté. Non, mais c'est trop beau, mais t'as une différence entre très bon et très beau. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'as l'impression en regardant certaines vidéos visuelles et tout sur Instagram d'avoir presque goûté le truc, de te dire oh là là c'était très bon. C'est ça. Et en fait quand tu le goûtes, tu te prends une sacrée claque parce que alors soit c'est bon, soit c'est pas bon. Oui, c'est ça. Et, bon, malgré tout. C'est vrai. Malgré tout, à Paris, c'est ce qui m'est arrivé énormément de choses à Paris comme ça. Tu t'es laissé avoir par Instagram. Bah ouais, en fait, tu te dis, bah tiens, je vais aller à cette pâtisserie-là, ça a l'air trop ouf et tout. Ouais, mais en fait, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est pas bon. Bah, ce qui est très visuel, des fois, c'est vrai que ça n'a pas forcément le même retour, quoi. Enfin, tu vois, où souvent c'est très très food porn, justement, avec beaucoup de pralinés, des choses comme ça. Adorent ça. Donc, c'est ça, visuellement, ça fait rêver. Mais après, potentiellement, c'est très très sucré et du coup, c'est même plus très bon. Non, c'est plus très bon. Enfin, c'est très. Ouais, en fait, c'est là où Instagram joue un rôle de communication énorme, mais par contre, au dépend peut-être du goût, parce que tu sais pas et tout. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient quelque chose de très opulent, ils se disent oh, c'est juste une tuerie, mais. Mais après, ça, ce n'est que mon point de vue, hein. Je vais certainement me faire des ennemis avec ça, mais bon, après, moi, je l'assume. Non, mais il y a plusieurs personnes qui partagent ce point de vue. Yes. Ça fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que sur les desserts assiettes, il y a des genres de codes visuels, entre guillemets, à respecter? Je sais pas, par exemple, tu te dis, il faut qu'il y ait telle forme ou, non, je m'impose pas. Alors, la seule chose que j'essaye de ne pas faire, c'est d'avoir, si j'ai 3 desserts à la carte, avoir 3 fois la même forme. Ouais. Parce que déjà, si tu as 3 personnes qui prennent tes 3 desserts différents à la même table, tu vois 3 ronds, ça donne pas envie, quoi. Il faut quand même proposer quelque chose qui soit différent, quoi. Faut vraiment essayer au moins de faire le minimum ça, mais sinon non, parce que quand tu vas travailler, je sais pas moi, un dessert à base de fraises, un autre à base de rhubarbe, et je sais pas moi, je vais dire autre chose. Pas framboise admettons, fraise, framboise, rhubarbe, dans ta tête ça t'évoque la rhubarbe, c'est dans la longueur, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus élancé. La fraise ça sera beaucoup plus gracieux et tu vois ce que je veux dire. Et la framboise sera quelque chose, sera un petit peu plus vibrant, un petit peu plus acidulé, donc déjà dans ta tête tu as des reliefs et nous on va essayer de leur transmettre sur l'assiette et ça sera complètement différent. Je pense que c'est important ça, mais après je me fixe aucune limite, hein. La seule limite, c'est ton imagination. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler, plus que les autres? Le yaourt. Le yaourt d'ici. Le yaourt d'ici, effectivement. Le yaourt de la laiterie Caraïel. Ça a été pour moi un coup de cœur. Je crois que si je ne le mets pas à la carte, je suis pas bien. Je suis pas bien. Le yaourt... Ça et la châtaigne. Ouais... Ouais, mais là j'ai l'impression de passer pour un châtaigne addict. Alors par contre, ne va jamais dire marron à un Ardéchois, c'est la châtaigne. Pardon. J'ai pas dit marron. Ouais, bien sûr, mais on sait jamais parce que t'es encore en Ardèche. Merci, donc, merci. Tu dis la crème de marron, oula, oh.
attention. Moi, j'ai eu le malheur de faire cette bêtise en disant oh, bah, c'est des marrons. Non, c'est des châtaignes, Xavier. Ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Oui, ok, d'accord. En fait, c'est pas pareil du tout. Mais, merci pour ce tips. Avec plaisir, moi je donne comme ça, c'est pour moi. Mais ouais, on va revenir à mon ingrédient favori. Ouais, l'ingrédient fétiche, c'est quand même le yaourt. Franchement, c'est le yaourt. C'est une magnifique découverte que j'ai faite ici. Et ouais, le miel aussi, j'aime beaucoup. Mais le yaourt reste quand même très prédominant. Très bien. Et chocolat aussi. Ouais. Après tous, hein. Non, ouais, la non, fraise. Mais... non, en vrai, yaourt, ça c'est sûr. Et chocolat aussi, c'est quelque chose que j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Yaourt, miel et chocolat, c'est ton top 3. Voilà, on peut même faire un dessert avec yaourt, miel, chocolat, ça passe. C'est vrai. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Non, mais j'ai l'impression que tu me lances un petit défi. Voilà. Ouais, bah écoute, le défi est relevé. Parfait, je reviendrai le goûter. Et avec grand plaisir. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne plus de fil à retordre, qui est plus compliqué à appréhender ? Pas forcément parce que tu l'aimes pas, et ce ne sera pas la châtaigne, puisque du coup tu l'as appréhendé, c'est fini. Alors moi, il y a un... Non, pas vraiment. Parce que généralement, j'ai la chance d'avoir plus ou moins la liberté. Enfin, j'ai de la chance ici au restaurant d'avoir la liberté de faire ce que je veux, tout en restant cohérent avec les plats. Donc non, je travaille vraiment les produits que je veux. Donc je vais pas m'amuser à travailler du kiwi. À part pour la châtaigne, effectivement. Mais c'est vrai que le kiwi, je déteste. Je suis allergique et j'aime pas du tout. Tu vois, j'aurais très bien pu faire un dessert à base de ça, mais bon, s'il faut que tu goûtes. En plus, si t'es allergique, oui, c'est ça. C'est un peu chaud, tu vois. C'est pas pratique, c'est. Voilà. Mais bon, après, c'est un des fruits que j'aime pas du tout, tu vois. Donc, mais après, non, je me suis jamais donné trop de défis. Par contre, dans le sens où je me mets des défis à intégrer, je me mets des défis, ça se voit de plus en plus, ça se fait de plus en plus, c'est d'intégrer des légumes au dessert. Ça, c'est un peu plus le défi que je me fais. C'est quoi le dernier légume que tu as essayé d'intégrer ? Alors, qu'est-ce que c'était ? Que tu as réussi à intégrer. Oh, que j'ai réussi. Alors, très franchement, là, pour le coup, je saurais pas te dire. Celui que tu veux intégrer, le prochain. Le prochain sera le poivron. C'est quelque chose de classique, tu vois, mais le poivron, c'est quand même bien. Tu fais framboise, poivron, ça marche très bien. C'est classico, ça. Mais quand tu parles avec des clients, ils se disent comment vous faites ? Pour nous, ça nous paraît tellement normal que c'est un peu sucré, ça se marie bien. J'avais fait avec de l'aloe vera aussi, c'était assez intéressant. En plus, ça doit être une texture assez surprenante. Le goût est surprenant. Après, la texture, c'est j'utilisais sous forme de liquide. Oui. Donc tu l'intégrais au sorbet, tu faisais un marbré sorbet framboise aloe vera, c'était cool quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on donne pas assez ? Et peut-être un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir au tout début ? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Ça, c'est une très très bonne question. Fais-toi plaisir, n'aie pas peur. Faut vraiment que tu te lâches-toi. Et puis, si tu loupes, tu recommenceras, t'apprendras de tes erreurs. Mais réussir du premier coup, c'est quand même mieux. Mais non, n'aie pas peur. Fais-toi... Ouais, il faut que tu te fasses plaisir. Faut pas que tu te mettes une pression inutile. Et puis, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Donc, puis, c'est un problème, tu m'appelles. Très bien. J'y manquerai pas. Bah, écoute. Mais non, très franchement, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, moi, au début Ne délaisse pas la châtaigne. Ouais, elle reviendra au galop. Ne jamais mettre de côté la châtaigne, tu devras. Non, après, c'est vrai que... Non, la chance qu'on a, en fait, si tu veux, moi, je le vois depuis le début. Nous, on commençait, les réseaux sociaux étaient absolument pas aussi présents qu'aujourd'hui. On n'avait pas cette source d'information presque illimitée qu'on avait. Nous, c'était Internet avec les sites de cuisine qui venaient vraiment de commencer, genre cuisine du chef ou des choses comme ça. Et c'est vrai que nous, on avait que les livres et on n'avait pas ces vidéos avec toutes les techniques comme on voit maintenant. Donc moi, ce que je peux vraiment te conseiller, c'est de regarder à la rigueur des comptes qui soient vraiment bien et en fait tu apprendras. C'est une source illimitée. C'est ça qui est cool. Maintenant, on a cette chance de pouvoir d'avoir ce média en plus. Mais en plus, c'est vrai que même avant les livres de cuisine, il y avait quand même beaucoup moins de visuels. Exactement. Aujourd'hui, il y a énormément de photos. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver un livre de cuisine sans photos, quoi. Alors qu'avant, c'était plus courant. Ouais, c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust. Allez, des saveurs. C'est parti. Si t'étais une saveur, tu serais laquelle ? La vanille. Simple, basique. Ouais.
C'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah, c'est une super idée, j'aurais bien aimé y penser ». Je sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, mais un que j'ai goûté, c'était un des desserts, c'était un gâteau de clair d'amande. Et là, j'ai pris une claque monumentale. Le dessert, je crois, s'appelle le Chazaed ou un truc comme ça. Je crois que c'est fleur d'oranger et pistache. J'ai pris mais une claque. Si tu veux, j'ai mangé, je me suis assis pendant 10 minutes. J'ai pris une claque et je me suis dit, waouh, comment avec un gâteau, tu peux te prendre une claque comme ça? Parce que généralement, quand tu regardes, quand tu goûtes les gâteaux à Paris, alors soit tu vas chez de très très bons pâtissiers, enfin généralement chez des très très bons pâtissiers. T'es un peu déçu parce que malgré tout ça reste quand même plus ou moins les mêmes structures, les mêmes goûts. Ouais. Et moi ce que je me suis rendu compte c'est que les desserts sont quand même un petit peu gras et tapissent le palais de gras, tu vois, c'est pas ouf. Et Claire d'Amont ainsi que Mori Yoshida, moi c'est mes deux coups de cœur, tu vois. C'est quoi ton péché mignon? En ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est manger de la pâte à cookies crue avec du caramel, beurre salé et des pépites de chocolat au lait. En ce moment, c'est ce que je fais. Ouais, c'est un peu mon plaisir coupable, on va pas se mentir. C'est ça, quoi. Je suis pas fier, hein. Mais c'est trop bon, quoi. C'est vrai. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? C'était quelque chose de salé. C'est un sabayon fumé. Un sabayon à froid fumé que Martin, le second de cuisine ici, a fait. J'ai goûté ça, je savais pas où j'étais en fait. C'est quelque chose qui était hors du temps pour moi. Ça m'a mis une sacrée claque, ouais. C'est quoi l'ingrédient que t'as le plus hâte de retravailler parce qu'il va arriver avec la saison? Bah là, la fraise, hein, j'attends la fraise. Hein. Là, la fraise, avec j'adore. Beaucoup d'impatience. Ouais, beaucoup d'impatience, ouais, la fraise. Puis, qu'est-ce que j'aime encore Là, la framboise, j'attends aussi. Fraise, framboise, j'attends avec impatience. Bientôt. Ouais, j'espère. Comme on dit en Ardèche, Inch'Allah. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs inattendues? J'ai eu la chance de faire une création avec Frédéric Beau déjà, donc c'était trop cool. Et quelqu'un avec qui j'aimerais vraiment faire... C'était quoi cette création? On a fait... En fait, on a Frédéric Beau en ce moment, est un, si tu veux, il se définit comme petit explorateur. Ouais. Donc tu vois, il est à l'origine de la gourmandise raisonnée. Gourmandise raisonnée, moi j'ai la chance d'avoir goûté beaucoup de ses essais, j'ai la chance d'avoir pu travailler avec lui sur quelque chose. Et on a fait une vidéo ensemble sur YouTube qui était je revisite le brownie. D'accord, en fait moi j'ai fait un brownie mais genre ultra fat, food porn, tout ce que tu veux, puissance 15 et qui marcherait parfaitement pour Instagram. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait je l'ai ramené chez Frédéric, on l'a goûté, il m'a dit mais c'est impossible, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça, moi. C'est motif de licenciement mais cash. Et en fait il m'a dit bah écoute, c'est quoi, on va raisonner le brownie ensemble, quelque chose de très simple, mais par contre bah tu vois, tu revois différemment tes choses, ta matière grasse, ton beurre tu le changes par de l'huile d'amande grillée, tu utilises avec d'eau de corps gras, enfin c'est quelque chose qui était absolument fou. Et j'ai eu la chance grâce à lui de comprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux son processus de gourmandise raisonnée, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en enlevant 10% de sucre et en enlevant un peu de matière grasse, c'est de la gourmandise raisonnée ou c'est de la cuisine light. Non, c'est juste que t'auras enlevé un peu de goût, c'est un peu de matière grasse, c'est bête. C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est une philosophie qu'il faut comprendre, et qui malheureusement est encore très peu connue. C'est vrai que nous en pâtisserie on a cette habitude de dire bah ouais, le lait, la crème et tout, toujours fait comme ça, et puis on continuera parce que ça marche très bien, mais il y a des moments où il faut sortir de sa zone de confort et justement aller un peu au-delà et comprendre les produits un peu plus dans le fond et la forme pour pouvoir améliorer tes recettes. Et ouais, donc on avait créé ensemble ce brownie gourmandise raisonnée que je fais assez fréquemment à la maison, même qu'une tarte Claudine, enfin une tarte au fromage blanc soufflé, c'est quelque chose de ouf. Et j'ai de la chance d'avoir pu faire ça. Sinon, avec Nicolas Clozo, j'aimerais bien faire une petite collab, là, ça serait bien. Ça pourrait être cool parce qu'il a un éventail, mais en plus j'ai écouté ton podcast avec lui. Il va loin dans ses idées, j'aime beaucoup, et il a la chance de travailler des produits, moi j'ai jamais travaillé, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre avec lui aussi. Hein. Bah écoute, hâte de voir ça. Bah ouais, moi aussi, hein. Écoute, Nicolas, hein, si tu veux faire une collab avec moi, il n'y a pas de problème. Hein.
Maintenant, j'ai les 5 dernières questions. Ok. T'es plutôt vanille ou chocolat? Chocolat. Oh, c'est trop dur. Vanille. Pourtant, t'as répondu du tac au tac. Donc Ouais, c'est parce bien, que c'est j'adore le chocolat. chocolat. Bon, allez, on va rester sur chocolat. Chocolat. Plutôt herbe ou épice? Épices. Laquelle? Le poivre. Très bien. Lequel? Tout dépend. Là, en ce moment, c'est le poivre de Timur et le poivre de Timut. Plutôt viennoiserie ou mignardise? Oh, c'est pas gentil ça. C'est franchement pas gentil. Tout dépend les viennoiseries. Tout dépend de qui, comment elles sont faites. Mais viennoiserie. Et ta viennoiserie préférée? C'est le pain au chocolat de Maxime Frédéric. Je vais me faire un petit déjeuner au Tout Paris. Et je crois que c'est un des meilleurs petits déjeuners que j'ai fait. Plutôt saveur de printemps ou saveur d'automne? Printemps. Et enfin, ton dessert chocolat whisky oignon ou l'agrume? Oh là là, ça c'est pas cool. Et tout dépend en fait. Hein. Non, chocolat whisky oignon, à 100%. Merci beaucoup Xavier. Mais écoute, merci Léa, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, vraiment très très plaisir. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier à nous lancer, à moi et les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Alors que ce soit un dessert à refaire, un ingrédient à tester, toi ce serait lequel? Bah écoute, on est en Ardèche, hein, on a bien appuyé sur la châtaigne. Donc, Je l'ai vu à ton sourire. Bah bien sûr. Que t'allais me piéger avec la châtaigne. Ah bah c'était bien évident, c'était naturellement, on allait naturellement sur ce terrain. Et bien écoute, moi je peux vous proposer de faire un mi-cuit à la châtaigne, tout simplement. Je te donnerai la recette. Merci. Quand même, je vais pas te laisser à l'abandon comme ça. Bon, je vais pas te laisser galérer, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Faites-vous plaisir. Et manger des châtaignes? Mais ne mangez pas que des châtaignes et de la Mirabelle. Non, mais faites-vous plaisir, mangez bien, privilégiez les circuits courts et évitez d'acheter vos produits à l'autre bout du monde, parce qu'à l'heure où on est à l'empreinte carbone, où on essaie de dépolluer tout, essayez de manger local et vous ferez tourner en même temps vos petits producteurs locaux, ce qui est très très important, et manger de saison. C'est clair. Merci beaucoup et encore merci, c'était vraiment passionnant et j'ai bien rigolé. Merci beaucoup Léa, c'était un plaisir aussi. Bravo, vous êtes arrivés jusqu'ici. Alors pour vous remercier, voici un petit best-of de Xavier, s'amusant à faire un peu d'ASMR au micro de Papille. On va supprimer. Écho. Je garderai ce moment ASMR. Avec le code Xavier 12. Coucou mes gourmandises. Je suis obligée de mettre ça. Non, t'es pas obligée. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie d'Emeline Lallemand de MKPop. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!